Très bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19 heures, donc nous allons commencer ce conseil municipal. Chers collègues, donc je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'aux pèlerinés qui sont présents dans la salle. Je dirais la pèlerinaise présente dans la salle ou derrière leurs écrans. Donc nous allons commencer par l'appel des conseillers. François de Laujardière, il est présent. Cécile Mériadec. Présent. Paul Brunet. Présent. Marie-Christine Curodo. Présent. Pascal Monnier. Présent. Brigitte Doucet. Présent. Jean-Luc Billan. Présent. Valérie Lallemand a donné pouvoir à Cécile Mériadec. Philippe Berthoud. Présent. Patrick Gavouillère. Sur le fil, j'étais en train de le dire. Monique Serrault. Patricia Théier. Jean-Luc Lécuyer. Jackie Plénaud. Alain Lecause a donné pouvoir à Brigitte Doucet. Sylvia Brizard a donné pouvoir à Marie-Christine Curodo. Thibaut Goupil. Adélaïde Fourage. Thomas Lecam. Virginie Merlet. Mathilde Kerfourne. Jean-Michel Moussu. Christian Dréan. Monsieur Labarre a donné pouvoir à Madame Pérez. Nicolas Lécureuil. Bon, de toute façon, je mets absent, puis on mettra l'heure d'arrivée. Bon. Anne Pérez. Christelle Delerue. Jean-Luc Micheneau. Et Madame Paquet a donné pouvoir à Monsieur Micheneau. Voilà, très bien. Donc, pour ce conseil municipal, la secrétaire de séance est Madame Brigitte Doucet. Je l'en remercie. Avant de passer à l'approbation du procès-verbal, quelques informations. Donc, un point sur les sénatoriales. Donc, nous avons reçu de la préfecture un petit pavé de 47 pages qui nous indique comment procéder pour les élections. Donc, bien évidemment, on vous fera parvenir, les services vous feront parvenir dès demain ce pavé, il n'y a pas d'autre mot. Par contre, j'ai extrait, les services ont extrait quelques pages. Donc, ça, c'est la première. Voilà, la seconde, donc c'est la composition du collège électoral. Ça, je pense que tout le monde le sait. Mais enfin, les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect pour 6 ans. Le renouvellement du Sénat se fait par moitié tous les 3 ans, donc, et les sénateurs sont répartis en 2 séries. Le collège électoral est composé de députés et de sénateurs, des conseillers régionaux, de la section départementale correspondante, bien évidemment, les conseillers départementaux et les délégués des conseillers municipaux et les suppléments et délégués. Il faut savoir que les délégués des conseils municipaux, ça représente, je crois que c'est 80% des personnes qui iront voter pour les sénateurs. Alors après, on s'est amusé, voilà, donc on va mettre 7h05 pour Monsieur Lécureuil. On s'est amusé à calculer, donc à déterminer le nombre de délégués à désigner. Mais par contre, vous pourrez le faire vous-même, bien entendu. Des fois, quand on passe sur le même calcul, ça serait étonnant, mais on ne sait jamais. Donc, pour les communes de moins de 9000 habitants, ce qui est le cas du Pèlerin, donc nous sommes 29 au conseil municipal, donc ça fait 15 délégués à désigner. Donc, après le nombre de délégués titulaires, donc nous sommes rendus dans la fourchette 11 à 15, donc nous avons 5 suppléants à désigner aussi. Alors après, les communes de 1000 habitants et plus, donc c'est le cas du Pèlerin. Donc les élections des délégués et des délégués supplémentaires, donc la première étape, c'est la détermination du quotient électoral. Le nombre de délégués est obtenu en attribuant à chaque liste autant de délégués que le nombre de suffrages de la liste contient une fois le quotient électoral. On vous a fait un petit calcul, c'est quand même beaucoup plus facile avec le calcul. Donc le calcul du quotient électoral. Donc voilà, donc les délégués, donc quotient électoral, c'est le suffrage exprimé dans la commune par le nombre de délégués à élire. Et le suppléant, c'est le suffrage exprimé par le nombre de suppléants à élire. Le coefficient électoral ne doit en aucun cas être arrondi à un nombre qui lui est inférieur. Donc on va passer, on va arriver au petit calcul. C'est un peu petit, mais ça va peut-être faire quand même. Donc on a pris pour la commune du Pèlerin, mais
Ah, puis je vous rassure, si je peux vous rassurer, lors du webinaire, le sous-préfet nous a bien dit qu'on recevrait en temps et en heure une calculette, donc fournie par la préfecture, donc on n'aura pas à faire tous ces calculs. Hein. Tout sera, on mettra simplement le nombre de délégués, et après tout se fera. Il n'empêche qu'on sait, les services se sont pris au jeu et ont fait le calcul. Donc on a rempli pour la commune du Pèlerin. Donc 5400 habitants, on a 29 conseillers municipaux, donc qui doivent élire 15 délégués et 5 suppléants. Donc la liste A, donc 21 voix, la liste B, 6 voix, et la liste C, 2 voix. Tout ça en prenant en compte que chaque liste vote à 100% pour sa liste. Détermination donc du coefficient électoral, donc applicable aux délégués, donc c'est 29 divisé par 15, on arrive à 1,94. Attribution des mandats aux quotients, donc la liste A, donc c'est 21 divisé par 1,94, et on arrive à 10,82, soit 10 mandats. La liste B, c'est 6 divisé par 1,94, on arrive à 3,09, ce qui fait 3 mandats. La liste C, c'est 2 divisé par 1,94 est égal à 1,03, soit 1 mandat. Donc il reste un mandat à répartir, parce que 10 plus 3 plus 1, ça fait 14, et on a dit qu'il en fallait 15. Il reste un mandat à répartir à la plus forte moyenne, qui est la liste A, donc puisqu'on nous avons 10,82. Donc le résultat, c'est la liste A, donc 11 mandats, la liste B, 3 mandats, et la liste C, 1 mandat. Voilà, donc je dirais c'est aussi simple que ça. Mais alors après, je vous laisserai lire tout ça. Si vous avez le moindre souci, le moindre information, n'hésitez pas à appeler les services qui vous diront tout ce qu'il faut. Des questions sur... De toute façon, je vous dis, hein, vous allez avoir le pavé demain. Voilà. Mais alors, ce que je n'ai pas dit non plus, et ce qui est important, c'est que tout ça va se passer donc le 9 juin. C'est bien ça? Ouais, je sais pas pourquoi. Donc il y aura un conseil extraordinaire, donc le 9 juin, et qui sera dédié uniquement aux élections sénatoriales. Donc c'est un vendredi. Donc voilà, c'était pour vous prévenir. Oui, 18h30, comme d'habitude. C'est 19h d'habitude. Alors, on va changer les habitudes, on va dire 19h. Voilà. N'hésitez pas à me reprendre, je ne sais pas pourquoi. Voilà, il manque un bout de papier. Très bien, donc maintenant nous allons... Ah oui, 2 conseils. Et après on reviendra, donc il y aura un second conseil qui sera... à l'issue du premier, puisqu'en fait le premier conseil ne doit être dédié, merci, j'ai du mal, uniquement au sénatorial. Après, vous allez voir que j'ai fait enlever une délibération concernant les déontologues, donc on refera à la suite un conseil municipal où il y aura un point à l'ordre du jour qui sera la nomination du déontologue. Voilà. Et pour cela, la commission Finances Ressources Humaines se réunira le mercredi 24 mai à 18h30 en mairie. Donc ça c'est pareil, les indications vous seront envoyées dès demain par les services. Très bien, nous allons reprendre le cours normal de ce conseil municipal en approuvant le procès-verbal de la séance précédente. Est-ce que vous avez des remarques, des réflexions sur le dernier PV? S'il n'y en a pas, écoutez, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Donc, je vais vous donner le programme. Donc, on va commencer par les comptes rendus des décisions prises par le maire. Suivra un volet finances ressources humaines, les votes des taux d'imposition 2023, les indemnités de fonction des conseillers municipaux, territoire engagé pour la nature, présentation du plan d'action et sollicitation de financement,
une convention de subvention pour l'ALP Musique. Donc la 2023-33, la désignation d'un référent déontologue a été enlevée. Suivra la modification du tableau des effectifs. Après un volet petite enfance, enfance, jeunesse, la mise en place de nouveaux critères d'attribution pour les demandes de subvention des associations dans le domaine de l'enfance jeunesse. Demande de subvention de projet de la section projet école de l'amicale laïque pour l'organisation de la fête des écoles. Attribution de subvention à Nantes Natation pour la gestion de l'apprentissage de la natation en milieu scolaire. Enfin, une partie développement durable climat, la convention constitutive de groupement de commandes pour la réalisation d'audits des consommations d'eau. Un point urbanisme avec l'abrogation de la délibération portant acquisition de la parcelle AL 197, chemin du Brûlot. Et nous passerons aux questions et informations diverses par la suite. Donc, on va commencer par les décisions du maire. Donc, la première, c'est le versement de la subvention d'équilibre à l'établissement public administratif communal, le CCAS du Pèlerin. Donc, pour effectuer le versement de la subvention d'équilibre de 98 900 € inscrite au budget 2023, budget primitif 2023 de la ville et du CCAS, le comptable public demande la production d'une convention dédiée entre les deux entités eu égard au montant total de la subvention. Compte tenu de nouvelles difficultés de trésorerie au CCAS et des délais restreints pour produire une convention, afin de respecter le délai global de paiement des factures en cours, la collectivité souhaite mettre en paiement, sous sa seule responsabilité, le versement de la subvention malgré les objections du comptable. Alors, objection, le mot est peut-être fort, mais en fait, on s'aperçoit qu'on l'avait dit en commission finances ressources humaines que l'ordonnateur applique de nouvelles règles qui sont totalement réglementaires, si je puis dire, mais il les met en œuvre progressivement. Donc des choses qu'on ne faisait pas, des choses qu'on faisait normalement, on est obligé de les modifier parce que lui dit non, c'est plus comme ça que ça doit se faire maintenant. Voilà. Alors il aurait pu nous prévenir avant, il nous prévient après. Donc c'est pour la première fois que le Trésor public exige une délibération pour ceci. Et bien entendu, l'année prochaine, il y aura une délibération qui sera faite dès le prochain conseil de l'année. La seconde décision, c'est une convention d'occupation précaire d'un logement 2 allées des Jonquilles. Donc alors il y a eu une petite discussion lors de la commission. Il est vrai que lorsqu'on décide de louer, le mot est pas forcément le verbe n'est pas forcément bon. Ce serait plutôt décide la mise à disposition pour un montant mensuel de 600 € à monsieur et madame Nicolas et Nadège Bouilly, une maison située 2 allées des Jonquilles. Voilà. De signer la convention passée avec monsieur et madame Bouilly, Nicolas, fixant les conditions d'occupation des locaux. En fait, ce sont les personnes qui ont leur maison qui a été incendiée. Après un passage de 3 semaines, 4 semaines à Chaix, ils n'avaient, malgré leurs recherches, ils n'ont pas trouvé de location. Donc ils sont revus vers nous. Et bien entendu, on a fait le maximum pour les aider. Le seul bâtiment communal que nous avions à disposition, c'était le logement au-dessus de la mairie. La Poste. Faut des vacances, en fait. Et au-dessus de la Poste, les services techniques ont réglé, il y avait quelques problèmes électriques et d'humidité. Donc les gens sont entrés là-dedans, sont très contents d'être là, mais ça ne peut être que provisoire. Il faut quand même qu'ils continuent à chercher une location. Donc voilà. Et voilà. Des questions ? La décision suivante concerne le marché de travaux pour la gendarmerie, toiture et bardage. Donc, considérant qu'après démarrage des travaux, le bardage des logements impairs menace de tomber et qu'il est préférable de procéder au remplacement quand le prestataire est sur le chantier, considérant que la société Axima a transmis une estimation des travaux pour remplacer le bardage des logements impairs, décide donc de conclure un avenant au marché du lot numéro 4 bardage avec la société Axima pour un montant de 88 716,60 € hors taxe. Donc les crédits nécessaires au règlement du marché sont inscrits sur l'opération 201 au budget 2023. Donc en fait là c'est pareil, c'est quand on commence à tirer un petit bout, on voit que tout s'effrite.
Donc on profite effectivement que la société soit sur place pour qu'elle fasse les travaux et qu'on n'ait pas à les faire revenir, ainsi de suite. Délibération suivante. Ça concerne la convention de mise à disposition de locaux communaux au profit de l'association Les Restos du Cœur, 32 rue du Clos-Roux, au Pèlerin, et vous avez la suivante qui est exactement la même pour l'association Le Secours Populaire. Donc la commune met à disposition gracieusement à l'association des Restos du Cœur et du Secours Populaire les locaux communaux mutualisés situés au 32 rue du Clos-Grillet, au Pèlerin, à compter du 20 mars 2023. Donc là, c'est pareil, hein, c'est les deux associations qui ont déménagé de la Maison de la Solidarité, qui, depuis le 20 mars, ont pris possession de ce qu'on appelle l'ancienne DDE, qui a été rénovée par les services techniques. Au CA du CCAS, on a eu Madame Pajot, qui s'occupe du Secours Populaire, qui nous a dit que tout se passait bien entre les deux associations. Voilà. Donc c'est plutôt bien, parce qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, c'était quand même loin d'être le cas. J'en profite également pour dire qu'on a été interpellé par des riverains suite à chaque fois qu'il y a des jours de distribution, il y a quand même un stationnement un peu anarchique le long de la rue. Donc je sais que demain il y a un point GEP donc avec la métropole. Non, c'est dans un mois. Eh ben oui, c'est demain dans un mois. On va réduire le temps. Donc demain dans un mois, donc il y aura une réunion GEP avec Nantes Métropole, de façon à ce qu'ils nous proposent quelque chose pour limiter ce stationnement sur les trottoirs. Il y a des photos que j'ai transmises pour bien voir la situation. Donc voilà, la décision suivante. Donc ça concerne la mise à disposition de la salle du Canal à titre gracieux. La salle du Canal, c'est la salle de sport qui est située, bien entendu, au canal de la Martinière. Donc on a autorisé la société Marisol pour le tournage d'une série télévisée sur le site de la Martinière du jeudi 20 avril de 8h à 20h, donc d'occuper cette salle du Canal, qui a servi principalement pour du vestiaire, pour que les comédiens puissent se changer. Donc c'est pour tourner, ils ont tourné une séquence d'une série qui va s'appeler La fille de Sherlock Holmes, avec la fille de Patrick Devers, Lola Devers, qu'on a rencontré, quelqu'un de très gentil, très abordable. Et voilà, et même les pompiers du Pèlerin ont un rôle dans cette série, mais malheureusement, comme ils sont casqués, eh ben, on ne les verra pas. Mais il faut savoir que derrière le casque se cache un pompier pèleriné quand même. Et enfin, dernière décision. Pardon ? Oui. Je vais quand même intervenir, parce qu'on se posait quand même des questions. On était un peu surpris justement du fait que ce soit gratuit. Donc on est surpris de voir qu'une société privée au nom de Marisol a bénéficié donc d'une location de la salle gratuite pour le tournage de son film ou sa série télévisée. Je relis ce qu'on avait. Donc, à notre connaissance, ce tournage n'est pas là pour promouvoir la commune, alors que nos associations de la commune doivent payer la location des salles lors de leur deuxième demande. Nous offrons donc à une société de marché privé une salle gratuite. Pour information, Marisol est une filiale de Neoen France, dont le capital social frise les 4 millions d'euros. Et là, la question était donc quelles sont les raisons de cette décision, mais vous avez en partie répondu. C'est vrai que si c'est pour du vestiaire, ma question tombe un petit peu... Alors, pour être tout à fait complet, alors c'est uniquement pour les vestiaires. Ils avaient également loué la crêperie, donc la crêperie du Canal. Donc ça, c'est Marisol qui l'avait loué directement entre le propriétaire de la crêperie, enfin le gérant, et donc là, on n'était pas du tout intervenu. Et dans la séquence, le producteur, le réalisateur, pardon, lorsqu'il est venu au Canal, donc déjà a changé un petit peu au vu, lorsqu'il a vu le Canal, qu'est-ce que c'était, comment c'était beau. Donc il a modifié son plan, il a modifié son plan pour qu'il puisse faire de belles images du Canal. Donc c'est pour ça. Donc ça pourra également
donner un petit coup de pouce aux pèlerins. Et dans le générique, vous verrez également, ça sera la ville du pèlerin. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, la dernière décision du maire, ça concerne le marché de travaux pour la gendarmerie, toiture et bardage. Cette fois-ci, c'est le lot numéro 2 et l'avenant numéro 1. Donc, c'est de conclure un avenant au marché du lot 2. C'est les plafonds avec la société CIR pour un montant de 308,33 €, soit hors taxe, soit 370 € TTC. Donc, évidemment, les crédits nécessaires au règlement du marché sont inscrits sur l'opération 201 au budget 2023. Voilà pour les décisions prises par le maire. Comment ? Oui. Oui. Ben, je l'ai perdu. En fait, oui, c'était une première que, disons, ça commence mal aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça. Donc, en fait, il y avait une première décision par le maire que j'ai ratée. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas le papier. Ça concerne donc le marché au plan guide opérationnel. Donc, c'est uniquement un changement de dénomination du prestataire. Donc, c'est pour le bureau d'études qui fait cœur de ville, cœur de bourg. De Format 6, il s'appelle maintenant Super 8. Voilà, mais il fallait le dire quand même. Merci. Ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai pas. Très bien, donc on va passer maintenant au volet finances ressources humaines. La première délibération concerne le vote des taux d'imposition 2020. Oui. Oui, c'est bon. Oui. Oh, c'est fort ça. Oui, monsieur le maire, avant de passer à l'ordre du jour, j'aurais aimé, j'attendais, je ne sais pas pourquoi, que le conseil municipal du Pèlerin réaffirme son soutien à tous les élus, et pas seulement au maire de Saint-Brévin, à lui en particulier, à tous les élus de plus en plus nombreux, victimes de violences physiques, morales, harcèlement, on en passe. En 2022, plus de 15% d'augmentation de ces incivilités et violences aux élus. Vous, moi, tous ici, on s'est engagés parce qu'on avait des convictions, des idées. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord avec les idées de tout le monde, mais je pense que ce serait bien qu'on condamne toutes les violences d'où qu'elles viennent, droite, gauche, peu importe, et toutes les attaques qui touchent personnellement les individus engagés pour le bien de tous. J'aurais aimé, je pensais que vous l'auriez fait. Écoutez, ça sera fait, c'est prévu au conseil du 9 juin. Mais j'ai quand même, enfin nous, maire du Pays de Ré, on a soutenu le maire de Saint-Brévin, donc aussi bien par les maires du Pays de Ré, l'association des maires du Pays de Ré, et également par les maires de la métropole nantaise. Ça a été fait. Mais il y aura quelque chose, il y aura un vœu qui sera lu le 9 juin. Ouais, c'est demain, dans un mois. C'est un petit peu loin, sachant qu'il y a des violences quasi quotidiennes à Athis-Mons il y a 3 jours, à Calais hier. J'en oublie, certains de vos collègues maires sont obligés d'aller en justice pour faire cesser des injures. Voilà, donc une motion qui va dans le sens de condamner toutes les violences qui touchent l'homme, enfin les attaques ad hominem, me paraît une excellente initiative. Je vous dis, je le répète, ça sera fait le 9 juin. Et on vient au vote des taux d'imposition. Donc je laisse la parole à monsieur Monnier. Bonsoir. Lors du dernier conseil municipal, donc du 27 mars dernier, les taux d'imposition de la taxe foncière sur le bâti et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ont été tous les deux revalorisés à hauteur de 7%. Lors de son contrôle de légalité, la préfecture a observé que le nouveau taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ne respectait pas une règle de lien qui encadre son évolution. En effet, ce taux, celui de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, ne peut pas augmenter plus
que le taux de la taxe foncière ou si la variation est plus faible que le taux moyen pondéré des taxes foncières. Ça, c'est la règle. Or, en se pensant en ayant revalorisé les deux à 7%, notre calcul n'était un peu trop simplifié, puisque pour vérifier ces évolutions, les services fiscaux s'appuient sur un coefficient à 6 décimales, soit une évolution pour la taxe foncière qui représente 1,070023, voilà. Et pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, le rapport se traduisait par un coefficient de 1,06998. Il en ressort que pour les services fiscaux, l'évolution est plus faible. Et donc, dans ce cas-là, il faut appliquer la deuxième hypothèse de calcul, de vérification, c'est-à-dire que le taux de la taxe d'habitation ne peut pas dépasser le coefficient du taux moyen pondéré des taxes foncières. Et là, je vous épargne le calcul de la taxe foncière, du taux moyen pondéré. Et donc, ce taux est de 1,065885. Voilà. Donc, il peut être rappelé que la préfecture reconnaît son manque d'informations préalables sur les nouvelles modalités de règles de lien qui, rappelons-le, sont entrées en vigueur pour la première fois en 2023. Voilà. En conséquence, il convient donc d'abroger la délibération du 27 mars 2023, la délibération 2023-10, et de délibérer pour acter les taux d'imposition suivants. Donc pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, pas de changement. Le taux 2023 proposé est de 40,80%, sans changement par rapport à la délibération de mars. La taxe foncière sur le non bâti est toujours de 59,87%, sans changement également. Par contre, en application de ces règles, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires est de 23,15% au lieu de 23,24%. Là, je vois que c'est marqué 23,24%. Donc c'est 23,15. Voilà. Juste pour compléter votre information, la conséquence de cet ajustement pour le budget de la commune est de 300 € en moins. Voilà. La commission finance a donné un avis favorable. Voilà, monsieur le maire, ce que l'on peut proposer. Merci. Avez-vous des questions sur cette délibération? Oui. Étant donné qu'on s'était abstenu sur la première délibération, vous ne serez pas surpris qu'on s'abstienne aussi sur celle-ci. On ne sera pas surpris, monsieur. D'autres prises de parole, d'autres questions? Écoutez, s'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, donc les minorités. Qui est pour? La majorité. Délibération suivante, ça concerne les indemnités de fonction des conseillers municipaux. Donc là, c'est pareil, on repasse la délibération, puisqu'en fait, il y avait un petit point technique qui n'est pas passé au niveau de la préfecture, puisqu'on n'avait pas fait attention, enfin, c'est pas qu'on n'avait pas fait attention, c'est qu'on s'est autorisé un droit qu'on n'avait pas, c'est d'abroger donc le point d'indice de la fonction publique. Donc ça, c'est interdit. Donc, considérant qu'à chaque revalorisation du point d'indice de la fonction publique, les indemnités des élus locaux sont automatiquement augmentées et qu'il est impossible d'y déroger. Alors que nous, on avait fait à peu près l'inverse. On avait dit on diminue de 5%, et si d'aventure la revalorisation du point d'indice augmentait, on ne prendrait pas ce point d'indice. Donc ça, dans la délibération, c'est pas possible. Donc, on va toujours, on a diminué nos indemnités de 5%. Mais là, on est obligé donc de refaire une délibération pour enlever cette phrase donc que les indemnités des élus locaux sont techniquement augmentées et qu'il est impossible d'y déroger. Voilà, c'est uniquement ce petit point technique. Et également qui nous a été soumis, mais là c'est pareil, on ne savait pas, puisque ça vient d'être... donc là, c'est notre trésorier. C'est notre trésorier qui nous l'a indiqué. C'est considérant que le tableau annexe nominatif récapitulant l'ensemble des indemnités allouées
à l'ensemble des membres du conseil municipal, à l'exception de celle du maire, n'a pas été joint à la délibération. Donc maintenant, ce qu'ils souhaitent, c'est un tableau avec le nom et puis les indemnités reçues. Voilà. Alors qu'avant, on faisait le maire, on faisait les adjoints et on faisait les conseillers, avec 3 lignes. Là, maintenant, il veut les 29 lignes. Des questions sur cette délibération? S'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, merci. Voilà. Après, délibération suivante, ça concerne les territoires engagés pour la nature, soit appelé le TEN, présentation du plan d'action et sollicitation de financement présenté par Thibaut Goupil. Je me trompe pas, c'est ça. Il est rappelé aux membres du conseil municipal les outils régionaux opérationnels de la mise en œuvre de la stratégie de la régionale de la biodiversité des Pays de Loire et du schéma régional de cohérence écologique que constituent les dispositifs territoire engagé pour la nature et le contrat nature. D'un côté, le dispositif national territoire engagé pour la nature, c'est un dispositif animé par le collectif régional qui est constitué de la région, de l'ADREAL, de l'Office français de la biodiversité, de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et des départements. Il a pour objectif d'identifier, valoriser, diffuser les projets et les bonnes pratiques des collectivités et de leurs partenaires territoriaux en faveur de la biodiversité et de favoriser l'engagement des 10 territoires pour la nature. De l'autre, le contrat nature. La région Pays de Loire souhaite accompagner les territoires dans la mise en œuvre de projets opérationnels de la préservation et de la valorisation de la biodiversité, mais aussi des continuités écologiques à travers un dispositif unique. Ce contrat est conclu sur la base d'un projet territorial décliné en programme d'action prévu sur 3 années. Pour notre territoire, la subvention accordée par la région pourrait atteindre 350 000 € hors taxe par projet, avec un taux d'aide régional de 50% maximum. Pour notre territoire et dans le cadre de ce programme d'action territoire engagé pour la nature, porté par la collectivité, les communes et les autres partenaires territoriaux, a été retenu par les membres du collectif régional biodiversité pour agir de manière cohérente en faveur de la biodiversité. Ce programme territoire engagé pour la nature étant déployé sur les années 2024 à 2026. Dans les projets portés par la commune, une action en faveur de la préservation et de la valorisation de la biodiversité a été identifiée comme éligible à ce dispositif. Il s'agit de la mise en valeur et en accès de la zone humide dit Château-sur-Dille. Cet aménagement en plein cœur de bourg est estimé à un montant de 50 000 € hors taxe et serait éligible à une aide de 18 000 € dans le cadre de ce programme d'action territoire engagé pour la nature. Un avis favorable de la commission ressources humaines du 15 mai a donné un avis unanime, favorable à l'unanimité. Oui. Avez-vous des questions sur cette délibération? Écoutez, s'il n'y en a pas. Donc ça va nous permettre de remettre en valeur un petit peu tout ce qui est au niveau de Château-sur-Dille, tout ce qui est lavoir, mare et ainsi de suite. Très bien, nous allons passer au vote. Donc le conseil municipal est invité à valider l'action territoire engagé nature inscrite au programme d'action porté par la commune du Pèlerin, autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à la bonne exécution du programme d'atelier territoire engagé pour la nature et du contrat nature. Solliciter toute subvention auprès des financeurs potentiels non encore identifiés. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, merci. Délibération suivante. Elle concerne la convention de subvention à l'ALP musique, donc présentée par Paul Brunet. Oui, donc c'est une délibération qui avait été présentée au dernier conseil, mais pour des raisons de procédure, nous sommes obligés de la repasser en conseil ce soir. Donc le montant de l'aide de la subvention attribuée à l'amicale section musique
est toujours de 12 480 € et il avait été validé à l'unanimité lors de la commission, puisque de toute façon il est conventionnel en fonction du nombre d'élèves de l'école de musique et de leur quotient familial. Des interrogations sur cette délibération? Non? Ben, écoutez, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. La délibération suivante concernait donc la désignation d'un référent déontologue de l'élu local à l'échelle métropolitaine. Donc j'ai fait enlever cette délibération pour la raison suivante. C'est que donc on avait la métropole donner la possibilité aux 24 communes de choisir de participer ou d'adhérer au déontologue métropolitain, donc qui a été choisi par elle. Et en parallèle, on a reçu quelques jours avant le Conseil, donc l'AMF avait également pouvait également proposer des référents déontologues. Donc c'est pour ça que j'ai fait enlever cette délibération. On reparlera de ça donc à la prochaine commission dont je vous ai donné la date et on verra lesquels on peut prendre. Théoriquement, on aurait dû fixer ça au 1er juin. On s'est renseigné. On a un certain délai pour, de 15 jours. Donc on sera toujours dans les temps pour donner si on adhère à l'AMF ou à la métropole. Donc voilà. Donc nous allons passer à la délibération suivante. Oh, pardon, Monsieur Moussu. Nous avions déjà un déontologue. C'était normalement, c'était pour un deuxième déontologue, il me semble, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Donc on risque d'avoir un déontologue de la métropole et un déontologue AMF, éventuellement. Non, c'est pas ça. C'est que dans un premier temps, la métropole, donc c'est quelque chose qui est obligatoire à compter du 1er juin. Alors, aussi bien pour les élus que pour les agents. Donc les agents, ça sera au centre de gestion. Il y aura un déontologue, et pour tous les élus, il y aura un déontologue. Donc la métropole a proposé à ce que ça soit métropolitain, donc qu'ils prennent une personne, un déontologue, pour les 24 communes. Donc ça, c'était une possibilité. 3-4 jours avant, donc on a été sollicité par l'AMF, qui en nous disant, écoutez, nous, on peut proposer également la même chose. Donc on a regardé, c'est exactement le même prix, c'est 80 € par intervention, enfin par dossier étudié, par dossier étudié. Et eux, en fait, ils en ont, donc je crois, ils en proposent 8. Donc l'élu pourra choisir dans ces 8 déontologues référencés par l'AMF. C'est ça. Donc c'est ce qu'on débattra donc, la semaine prochaine. Donc nous allons passer à la délibération suivante qui est la modification du tableau des effectifs. Donc ces principales modifications, ce sont des changements de grade. Qui dit changement de grade dit évolution dans la carrière. Donc il faut prendre ça comme ça. Donc il est proposé de créer les postes suivants. Donc un poste de rédacteur principal de seconde classe, emploi permanent à temps complet. 3 postes d'adjoint administratif principal de première classe, emploi permanent à temps complet. Un poste d'adjoint technique principal de seconde classe, emploi permanent à temps complet. Un poste d'adjoint technique principal de seconde classe, emploi permanent à temps non complet, 30-35e. Un poste d'adjoint technique principal de seconde classe, emploi permanent à temps non complet, 32,33-35e. Un poste d'adjoint d'animation principal de seconde classe, emploi permanent à temps non complet, 34-35e. Un poste d'ADSEM principal de première classe, emploi permanent à temps complet. Un poste d'adjoint du patrimoine principal de seconde classe, emploi permanent à temps complet. Et enfin, un poste de brigadier chef principal, emploi permanent à temps complet.
Et dès lors que les agents seront nommés sur ces postes, il conviendra, après avis du comité social territorial, de supprimer les postes suivants, donc les anciens postes des gens qui sont potentiellement nommés. Avez-vous des interrogations sur... Oui, Monsieur Moussu. Ce ne sont pas des interrogations. En fait, on va voter pour, hein, parce que bon, le changement de grade n'est pas... Pardon. Le changement de grade n'est pas un sujet de polémique, mais on a trouvé quand même un peu curieux qu'un poste soit au 34, 35e. C'est dommage de ne pas lui trouver une heure à cette personne-là pour qu'elle ait un temps complet. Ça nous a semblé un peu embêtant. Voilà, donc, mais on votera pour. Bien, merci Monsieur Moussu. Monsieur Michneau. J'aurais fait à peu près la même intervention. 34, 35e, c'est peu. On a déjà plusieurs fois regretté les temps partiels. Alors je sais bien que c'est compliqué, mais nous, on va s'abstenir juste pour le principe. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer au vote. Donc, le conseil municipal est invité à approuver la création des postes susmentionnés, de modifier le tableau des effectifs, d'approuver le tableau des effectifs joints en annexe, d'inscrire au budget les crédits correspondants, autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Michneau, Madame Paquet. Qui est pour? Le reste. Merci. Le volet petite enfance, enfance, jeunesse, première délibération, mise en place de nouveaux critères d'attribution pour les demandes de subventions des associations dans le domaine de l'enfance jeunesse, présenté par Cécile Mériadec. Bonsoir à tous. Alors, ce soir, l'enfance, c'est exclusivement subvention. Le premier point, donc, après le sport et la culture, c'était au tour de l'enfance de mettre un coup de balai sur les critères d'attribution des subventions. Je remercie M. Dréan et Mme Paquet qui nous ont grandement aidés vu leurs compétences, puisqu'ils avaient déjà travaillé sur les autres points. Donc, pour les subventions de fonctionnement, nous avons décidé que serait retenu comme critère le nombre d'adhérents, le nombre d'enfants participant aux ateliers, la participation aux réunions du PEDT, le plan éducatif du territoire, je rappelle, le nombre d'ateliers avec des intervenants extérieurs. Ensuite, pour les subventions de projet, les critères d'attribution de subventions seront le nombre de participants envisagés, la récurrence, la diversification de l'action, l'accessibilité financière. Il y aura un point ou deux points bonus en fonction de la prise en compte de la notion dite environnementale dans le projet. Tri des déchets, consommation fluide, sensibilisation. Tous ces critères ont été travaillés et vus ensemble en commission. Ils ont été adoptés à l'unanimité. Voilà. Avez-vous des questions ? S'il n'y a pas de questions, nous allons passer au vote. Alors, je vais reprendre. Donc, le conseil municipal est invité à approuver les critères de subvention de fonctionnement et de projet des associations enfance-jeunesse. Autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à la petite enfance, enfance-jeunesse à signer les conventions et tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Ah, là t'as joué ton poste, là. Je reprends. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Ouais. Je ne sais pas pourquoi il y a un drôle d'air dans ce conseil. Hein, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, je sais pas. C'est bizarre. Hein. Très bien. Délibération suivante. Donc, ça concerne la demande de subvention de projet de la section projet école de l'Amicale laïque pour l'organisation de la fête des écoles. Madame Mériadec. Donc, pour cette demande, ce sont les critères les précédents critères qui ont été appliqués, puisque les autres, on vient de les voir. On en fera part aux associations et aux écoles pour les prochains, à partir de septembre 2023. Donc, l'Amicale laïque a déposé un dossier pour demander une subvention de projet pour l'organisation de la fête des écoles communales publiques au mois de juin 2023. Le budget prévisionnel s'élève à 3 405 €. La subvention de projet demandée était de 500 et quand on a appliqué les critères, on était à 445, me semble-t-il, arrondi à 450.
Ça a été approuvé à l'unanimité par la commission enfance, petite enfance, jeunesse. Avez-vous des questions? Écoutez, s'il n'y a pas de questions, nous allons passer au vote. Donc, le conseil municipal est invité à approuver la subvention de projet d'un montant de 450 €. Autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à la petite enfance, enfance, jeunesse à signer les conventions et tous documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. J'en ai eu. Délibération suivante, ça concerne l'attribution d'une subvention à Nantes Natation pour la gestion de l'apprentissage de la natation en milieu scolaire, présentée par Madame Mériadec. Donc, dernière subvention à attribuer pour ce soir. Le bassin mobile a été installé à la fin des vacances d'avril. Les écoles ont commencé à y aller. Il est installé jusqu'à fin juillet 2023, c'est-à-dire qu'au mois de juillet, les Francas pourront y aller toutes les matinées, chaque semaine. Une convention a été signée entre la commune et Nantes Natation, et je vous propose de voter la subvention de 11 837 € qui sera versée en 2 fois pour l'année 2023. Ça a été approuvé à l'unanimité par la commission Petite Enfance, Enfance, Jeunesse. Voilà. Avez-vous des questions? S'il n'y a pas de questions, nous allons passer au vote. Donc, le conseil municipal est invité à octroyer à l'association Nantes Natation une subvention pour l'année 2023 de 11 837 €. Autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à la petite enfance, enfance, jeunesse à signer l'avenant et tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. Après, nous avons une page développement durable climat, une délibération qui concerne la convention constitutive de groupement de commandes pour la réalisation d'audits des consommations d'eau, présentée par Thibaut Goupil. Face au dérèglement climatique, notre quotidien est de plus en plus impacté. Nos ressources en eau, ressources essentielles pour le vivant, sont aussi fortement touchés par cette évolution. Notre territoire de la métropole n'est pas épargné par ces phénomènes. Pour rappel, la sécheresse de 2022, historique en durée et en intensité, alors même que nos besoins sont toujours croissants pour répondre à notre augmentation démographique. Dans ce contexte, Nantes Métropole propose aux acteurs du territoire qui souhaitent adhérer à un groupement de commandes afin de bénéficier d'une méthodologie commune et d'un effet de volume sur les commandes, de prestations et d'achats commandés. Ce groupement permettra de commander des audits sur les consommations d'eau de nos équipements et de nos sites publics. Il comprendra aussi un module de formation pour nos agents. Une convention de groupement rédigée conformément au Code de la commande publique ayant pour objet la passation et la signature d'un marché d'audit de consommation d'eau est proposée pour adhésion. Cette convention prendra effet dès lors qu'elle aura revêtu un caractère exécutoire pour toutes les parties. Sa période initiale se confond avec celle de l'accord cadre initial et courra jusqu'au 31 décembre 2024. Elle pourra être renouvelée une fois pour les 2 années suivantes, 2025-2026. À l'issue de cette phase d'attribution, chaque membre restera responsable de la commande, du suivi d'exécution et du règlement des prestations commandées. La ville du Pèlerin envisage de commander par ce groupement des études sur ses principaux sites, écoles, notamment Espace René Cassin, les terrains de foot. Pour chaque étude, une subvention sera sollicitée aussi auprès de l'agence Eau-Loire-Bretagne à hauteur de 50%. Une fois passée cette période d'adhésion, Nantes Métropole lancera un appel d'offres ouvert en vue de la conclusion d'un accord cadre à bon de commande conformément au Code de la commande publique. Cette convention couvrira la période allant de sa date de notification jusqu'au 31 décembre 2024 et pourra être renouvelée une fois pour une période de 2 ans. Il est proposé d'autoriser la signature de la convention constitutive du groupement de commandes ainsi que le lancement et la signature de l'accord cadre à bon de commande à venir.
La commission développement durable climat du 11 mai a donné un avis favorable à l'unanimité. Avez-vous des questions? Oui, Monsieur Gavouillère. Oui, c'est une très bonne initiative. Tout ce qui peut entraîner des économies à la fois du produit et de l'argent de la commune, c'est à soutenir. Mais je pose la question, est-ce qu'il y a parallèlement, dans Nantes Métropole, un plan d'action pour réduire la principale perte que l'on connaît dans les eaux potables, à savoir les canalisations trop anciennes qui existent dans de nombreuses communes. Je me souviens que quand on a fait la réfection de la rue de la Genêt, on en a profité pour changer toutes les canalisations. Bon. Est-ce que Nantes Métropole est soucieuse de lancer, d'inciter les communes à réduire leur gaspillage d'eau produite par la vétusté des canalisations de transport de cette eau? Je vous remercie de votre question, Monsieur Gavouillère. Je vois que la mémoire est bonne encore pour la rue de la Genêt. Non, alors c'est bien de parler de ça, puisqu'en fait il y a eu un bureau métropolitain vendredi dernier, et en fait le sujet a été abordé par Monsieur Salcroix, donc le vice-président en charge, et il dit, donc c'était un peu la demande, c'est-à-dire qu'on va regarder nos fuites et ainsi de suite, enfin tout au bout, au final, au robinet, on va regarder ce qui ne coule plus. Mais par contre, on ne va pas regarder dans les tuyaux. Et en fait, il nous a dit que l'ensemble des circuits d'eau potable de la métropole donc, avait un rendement je crois que c'est de mémoire, c'est 88%. Donc, ça veut dire quand même 12% de fuite, hein, c'est énorme quand même. Et qu'on était parmi les mieux classés de France. Donc il n'y aura pas forcément d'action. Maintenant, je rebondis sur ce que vous avez dit, Monsieur Gavouillère. Effectivement, quand on a fait la rue de la Genêt, vous aviez pris la décision, parce que vous étiez maire, d'ajourner le rond-point de la Cochère et de prendre cet argent pour changer toutes les canalisations d'eau de la rue de la Genêt. Et on avait fait également la même chose lorsque, en 2016, on a refait les eaux pluviales, donc Bikini, rue de la Cure, place de l'Église et la rue du 11 novembre. Donc à chaque fois, on profite pour changer les canalisations qui fuient. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et puis, dernier point également, qui a été abordé donc au vendredi, c'est la récupération des eaux de piscine. Donc vous savez qu'on est 3 communes à avoir une piscine sur 2 ou 3 mois selon les communes. Donc il y a Brun, Saint-Aignan et Le Pèlerin. En fait, ça fait quand même quelques mètres cubes. Et donc ce sont les agents de la Nantes Métropole qui iront pomper l'eau et qui servira donc à nettoyer les rues. Bon, ça sera recyclé de cette façon. D'autres questions sur cette délibération? Écoutez, s'il n'y en a pas, on va passer au vote. Le conseil municipal est invité à autoriser la signature de la convention constitutive du groupement de commandes entre les communes et CCAS mentionnées dans ladite convention et Nantes Métropole ayant pour objet la réalisation d'audits de consommation d'eau. Autoriser Madame la Présidente de Nantes Métropole ou son représentant à signer pour le compte de la commune du Pèlerin l'accord cadre à bon de commande faisant suite à la convention de groupement de commandes ci-dessus. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. Et enfin, le dernier volet, le volet urbanisme. La délibération concerne l'abrogation de la délibération portant acquisition de la parcelle AL 197 sur le chemin du Brûlot. Présenté par Brigitte Doucet. Bonsoir. Donc effectivement, il vous est demandé d'abroger la délibération qui portait sur l'acquisition de la parcelle AL 197. En fait, c'est une parcelle qui est située opportunément à côté, pas loin des jardins familiaux, et qui est dotée d'un puits. Donc il y a 3 ans, c'était fort intéressant. Mais depuis, il s'est passé 2 événements, c'est-à-dire c'est maintenant une succession qui peine à se finaliser.
Et puis, le puits est complètement à sec et durablement à sec. Donc, il n'y a plus d'opportunité de poursuivre cette acquisition. Donc, on vous demande d'abroger la délibération. La commission urbanisme a donné un avis favorable à l'unanimité. Avez-vous des questions sur cette abrogation? Je voulais faire une question. S'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Donc, le conseil municipal est invité à abroger la délibération numéro 2020-101 portant acquisition de la parcelle cadastrée AL 197. Autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci beaucoup. Fin des délibérations. Nous allons passer maintenant aux questions orales. Donc, le groupe AEP n'a pas envoyé de questions orales, donc nous allons passer directement à celle de Nouvel Élan. Monsieur Michneau, nous vous écoutons. Voilà. Avec le départ en retraite de 2 médecins généralistes, la population de la commune rencontre d'importantes difficultés pour trouver des praticiens pouvant assurer un suivi médical. Quelques contacts, hélas infructueux, semblent avoir eu lieu. Seriez-vous prêt à mettre en place dès à présent un groupe de travail pour réfléchir aux conditions dans lesquelles la commune pourrait s'impliquer dans l'accueil de médecins salariés? Bien, nous allons vous faire une réponse à 2 voix. Je vais commencer, c'est pas galant, mais je vais commencer, et je laisserai ensuite Brigitte Doucet terminer. Donc effectivement, c'est une problématique qui nous préoccupe particulièrement, car bien évidemment, au-delà du fait que je suis personnellement impacté, ce départ touche un grand nombre de pèlerinés, notamment les familles, mais aussi les plus fragiles, les personnes en difficulté, les personnes âgées ou encore celles à mobilité réduite. Donc, avant d'aller un peu plus loin, je remercie au nom de la commune les médecins installés sur le Pèlerin et sur les communes limitrophes qui ont accepté de très nombreux nouveaux patients pèlerinés. Alors maintenant, ce qui a été fait par la commune, même si, je tiens à le rappeler, la politique de santé ne relève de la compétence de l'État et pas de la commune, mais nous sommes quand même emparés de ce problème. Donc, dès que nous avons su que ces 2 médecins partiraient en retraite, nous les avons rencontrés, et afin de prendre la mesure de la situation et savoir ce qu'ils avaient déjà mené comme recherche. Après, nous avons demandé à l'AMF plusieurs demandes d'accompagnement, qui malheureusement sont restées sans réponse. Nous avons également envoyé un courrier à l'ARS afin d'alerter sur la question, même si la commune n'est pas considérée par l'État comme étant en tension. Donc ça, il faut bien le rappeler, hein. C'est pas un désert médical, le Pèlerin n'est pas en tension non plus. Et également, une réflexion sur le sujet a été engagée, notamment pour la recherche de lieux, afin d'y proposer l'implantation d'un cabinet médical privé. Donc là, on verra un peu plus tard. Et nous avons également demandé à des cabinets de placement qui savoir un petit peu comment ils pouvaient nous aider. Alors tout ça, je ne vais pas revenir là-dedans sur ces cabinets de placement. En fait, c'est une question d'argent plus qu'autre chose. Et c'est malheureusement, on dit que la santé n'a pas de coût, n'a pas de prix, mais là, le médecin, là, a vraiment un prix. Là. Donc on peut pas, la commune de Pèlerin ne peut pas aller là-dedans. Et bien entendu, donc la commune souhaite associer à la démarche les autres professionnels de santé, et certains ont déjà été contactés, donc voilà. Donc on va faire un petit groupe. Et je laisse la parole à Madame Doucet. Alors moi, à vrai dire, Monsieur Michneau, j'étais un peu interpellée par votre question. Et surtout pour l'aparté, je vous cite, quelques contacts, hélas, infructueux semblent avoir eu lieu. Donc vous révélez en fait des propos que j'ai tenus en off dans une commission. Et donc déjà, n'avait pas à revenir vers nous ce soir. Puis en plus, je ne l'ai pas évoqué dans n'importe quelle commission, je l'ai évoqué en commission chanson. Et
Et il vous a pas échappé que dans cette commission, c'est un des sujets qui a été traité, c'est une option qui a été travaillée. Donc je m'interroge en fait sur l'intention de votre question. Plus généralement et plus sérieusement, comme l'a dit Monsieur le maire, on travaille sur cette problématique et on a étudié notamment l'offre. L'offre de médecins aujourd'hui l'offre médicale doit être collective. Pourquoi? Parce que, par exemple, un médecin qui part à la retraite n'est pas remplacé par un seul médecin, il est remplacé par plusieurs médecins, parce que maintenant, il y a de nouvelles pratiques. Donc, ça veut dire que l'offre collective. C'est quoi l'offre collective? Eh bien, ça amène à trouver un terrain, un bâtiment, enfin, etc. Il y a une réflexion à mener. Et justement, dans le cadre de l'étude urbaine, ce sujet et cette problématique est travaillée justement dans le cadre de l'étude urbaine qu'on a lancée. Voilà. Bien, merci Madame Doucet. Écoutez, nous avons répondu aux questions. Donc, le conseil municipal est terminé et je vous donne rendez-vous donc le 9 juin. Voilà. Bonne soirée à tous.